Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il y a un lien entre cette immigration massive et la délinquance et l'insécurité. Il n'y a pas de lien prouvé, d'existence prouvée entre immigration, délinquance et criminalité. Ah, les politiques, ils sont jamais les derniers à juger qu'ils disent toujours la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Et à dénoncer les mensonges des autres, bien sûr. Chacun à sa manière. Quand c'est Macron, c'est toujours suranné et très, très gênant. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Et avec Trump, on a la version grossière et très gênante. You are fake news. Sir, go ahead. Comme on le disait jadis dans les cours de récré, c'est celui qui le dit qui est. Dans ce nouvel épisode de l'Avare politique, nous allons essayer de répondre à la question piège entre Bruno Retailleau et Donald Trump, qui est le plus gros producteur de fake news à la seconde. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, Bruno Retailleau serait avec Gérald Darmanin le ministre le plus populaire du gouvernement, loin, très loin devant François Bayrou, du moins si l'on en croit les sondages. Alors si Bruno Retailleau a rapidement rattrapé son déficit de notoriété depuis qu'il a pris les rênes du ministère de l'Intérieur fin septembre, c'est parce qu'il a emprunté une technique imparable aux acteurs de films d'action de série B. Murdoch, je vais revenir et j'aurai votre peau. Il en fait des caisses et en surjouant la nécessité de mettre fin au chaos qui régnerait sur la France, son mot d'ordre à Retailleau, c'est l'ordre. 3 priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre. Même ChatGPT le sait, quand vous dites ordre, vous devez aussi dire immigration. Immigration massive, le regroupement familial, le chaos migratoire. Il y a une haine de cette civilisation. Bingo! Mais répéter ordre et immigration en sautant comme un cabri, ça ne suffit pas pour percer le mur du buzz. Bruno Retailleau a un petit truc en plus bien à lui. La provocation. Écoutez-le revendiquer son goût pour la polémique, ce que lui appelle le parler vrai, d'une droite tellement décomplexée qu'elle assume désormais le caractère démagogique de son discours. C'était il y a quelques jours devant un think tank très droitier appelé le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Parlez vrai, et quand on parle vrai, j'ai cette liberté, je l'utilise, quitte à choquer, quitte à parfois créer des polémiques, c'est parfait, ça me sert. Oups, l'aveu mal placé, vite, il faut rectifier. Ça me sert, ça permet d'expliquer ce que je souhaite faire aux Français, et ils me soutiennent. Quand on parle vrai, on est soutenu, on est compris, et on est suivi. Ce que ne dit pas notre bon Bruno, c'est que sa technique lui permet aussi de gratter quelques points de popularité dont il a besoin pour installer l'idée qu'il pourrait concourir à la prochaine élection présidentielle. Revenons sur le fond des coups d'éclat du locataire de la place Beauvau. Le 19 janvier, sur BFM TV, Bruno Retailleau se dit favorable à la possibilité d'autoriser en France des statistiques dites ethniques, mais à une condition. Et c'est là sa provocation, c'est que ces statistiques ethniques ne permettent pas de mener une politique de discrimination positive. Sa stratégie a parfaitement fonctionné puisqu'aussitôt ses adversaires de gauche lui ont répondu et ont donc amplifié l'écho médiatique de sa provocation en accusant le ministre de l'Intérieur d'encourager les discriminations. Mais pour notre épisode de l'Avare politique, ce qui est à retenir dans la réponse de Bruno Retailleau que vous allez entendre, c'est qu'il exprime le besoin pour les politiques d'avoir des études chiffrées sur ce qu'il appelle la réalité sociologique du pays. C'est à retenir parce que c'est assez rare d'entendre un discours venant de la droite soutenir en creux des travaux de sociologues. On imagine qu'il y a un piège, mais commençons par le positif. Écoutons Bruno Retailleau dire du bien de la sociologie. Les statistiques ethniques, je m'en suis toujours un peu méfié. Je vais vous dire pourquoi. Vous disiez en 2020, d'un côté, ça permet de connaître la réalité. Voilà, il y a d'un côté la connaissance de la réalité, mais de l'autre, je ne voudrais pas que, comme aux États-Unis à un moment donné, ces statistiques-là débouchent sur la discrimination positive. La réalité de quoi? Et la réalité sociologique, tout simplement. Il y a une étude d'ailleurs, il y a peu de temps, je pense que c'était de l'INSEE ou de France Stratégie, sur les mouvements migratoires. On a besoin de connaître.
Traduisons le Retailleau. Les études, c'est vachement bien quand on peut les tordre pour pointer une pseudo-submersion migratoire. Mais maintenant, regardons ce même Bruno Retailleau être confronté à une série d'études qui démontent son petit catéchisme habituel sur immigration et délinquance. Les conclusions de ces chercheurs, vous pouvez d'ailleurs facilement les retrouver vous-même en tapant dans un moteur de recherche les mots-clés immigration, délinquance et réalité. Mais il faut croire qu'avec Retailleau, la science est vraie uniquement quand ça l'arrange. Si quelques jours auparavant sur BFM, il brandissait un chiffrage qui l'arrangeait, regardez-le maintenant balayer d'un revers de main les chiffrages qui détruisent son fonds de commerce. Le CEPI, donc, qui est le Centre d'études prospectives et d'information internationale, un centre sérieux qui dépend de Matignon, a expliqué que les études concluaient unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Eh bien, la réalité dément cette étude. Et cette réalité, ces chiffres, la préfecture de police de Paris. Pour ce qui concerne, ce sont des chercheurs qui travaillent pour Matignon, la préfecture de police de Paris, mais aussi l'ensemble des préfectures. Et les chiffres que je tiens à votre disposition permettent d'affirmer un certain nombre de points. C'est une réalité. Mais vous savez, peut-être qu'à France Télévisions, vous ne voulez pas voir la réalité, mais les Français, ils la voient. On regarde la réalité, on regarde ce qui se passe, on l'interroge, on regarde aussi les rapports de personnes compétentes qui ont étudié des questions et qui sont des experts de la question. À 70%, les Français souhaitent qu'on reprenne le contrôle. Confronté à l'expertise de chercheurs unanimes, Bruno Retailleau répond par une démagogie, encore une fois, totalement assumée. Elle consiste à opposer des sondages d'opinion à la réalité statistique issue du monde de la recherche académique. Autrement dit, nous avons là un ministre qui mise sur les croyances contre la science, qui s'appuie sur l'opinion contre les faits. Et pour mieux mettre en évidence cet immense décalage, j'ai réalisé ce petit montage. Regardez. Il y a un lien désormais, il est statistiquement établi entre cette immigration massive et la délinquance et l'insécurité. Il n'y a pas de lien prouvé, d'existence prouvée entre immigration, délinquance et criminalité, et que pourtant les gens perçoivent un lien très fort entre ces deux phénomènes. Alors, non seulement aucun lien ne peut être scientifiquement établi, car l'immigration n'est pas un facteur d'insécurité en France, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays, comme en Italie ou aux États-Unis, explique ce chercheur spécialiste des questions migratoires. On observe le même résultat, comme par exemple sur l'immigration et les criminalités dans beaucoup de pays. On a des études très bien faites sur le Chili, sur l'Italie, sur le Royaume-Uni, sur les États-Unis, dans lesquelles on retrouve de manière systématique cet effet nul de l'immigration sur la criminalité en moyenne. J'ai trouvé cette vidéo sur le compte YouTube du Centre d'études prospectives et information internationale, cette institution dont Bruno Retailleau ne veut pas entendre parler. Je vous encourage vivement à la regarder, c'est passionnant. Elle a été publiée en 2023 et s'intitule « Réalité de l'immigration, médias et opinion publique ». Et d'autres passages de cette vidéo, que vous allez voir, viennent encore contrarier le narratif anti-immigré du ministre de l'Intérieur. Nous sommes toujours sur le plateau de complément d'enquête. Écoutez Bruno Retailleau évoquer la surreprésentation des étrangers dans les prisons françaises. Est-ce qu'il y a, selon vous, une surreprésentation des crimes et des délits chez les personnes sous OQTF ? En tout cas, il y a une corrélation, je me souviens très bien que mon prédécesseur, Gérald Darmanin, quand il avait fait le rapprochement entre la population carcérale, l'origine, les étrangers, le poids dans la population carcérale en prison par rapport au poids, en gros 7%, il avait souligné qu'il y avait une surreprésentation. Mais il y a tout un tas de biais qui expliquent ces statistiques. Non. Et c'est vrai on en a d'autres. Quand Bruno Retailleau rétorque « non, non, il n'y a pas de biais », il s'éloigne grandement de la vérité. En fait, il ment. Le fait que les immigrés soient surreprésentés dans la population carcérale tient à plusieurs raisons. D'une part, il y a tout un tas de crimes qui ne peuvent concerner par définition que les immigrés. Séjour irrégulier sur le territoire, le travail illégal, etc. Donc, tous ces crimes-là, par définition, augmentent la probabilité des immigrés par rapport aux natifs de se retrouver incarcérés. Vous avez aussi des caractéristiques qui sont associé à une probabilité plus forte de commettre un crime, comme le fait d'être un homme par rapport à une femme, comme le fait d'être un jeune par rapport à être une personne plus âgée. Et ces caractéristiques-là sont surreprésentées dans la population des immigrés, qui sont en majorité plutôt jeunes et plutôt des hommes. Et aussi, il ne faut pas oublier que les immigrés sont plus à même d'être victimes d'un traitement différencié dans le système judiciaire et pénal. Toutes ces caractéristiques-là, de manière mécanique, entraînent une surreprésentation des immigrés dans la population carcérale, sans pourtant
qu'on ait un lien direct entre immigration et criminalité. Et ce ne sont pas les seuls biais que Bruno Retailleau va tenter de nier, comme le fait que devant les tribunaux, les personnes étrangères ou perçues comme telles sont plus souvent condamnées et condamnées plus sévèrement que les Français nés en France. C'est ce que détaille sur France Culture un spécialiste du sujet, Arnaud Philippe, qui est enseignant-chercheur à l'université de Bristol. Son verdict est sans appel. À infraction, genre et âge égal, les étrangers sont plus lourdement condamnés. Grâce au casier judiciaire national, qui est la principale source de mon travail dans cet ouvrage, on peut regarder la différence qui existe entre les condamnations donc à faits constants, à âge constant, à juridiction constante, etc., entre des Français et des étrangers, et entre des Français nés en France et des Français nés à l'étranger. Si on fait cet exercice-là, on constate effectivement que les Français nés à l'étranger et plus encore les étrangers sont condamnés à des peines plus lourdes que les Français nés en France, à infraction égale, à âge égal, à genre égal, etc., etc., etc. Et n'allez pas croire que les chercheurs ont des visions orientées uniquement vers la prise en compte des personnes dites racisées. Ils ont aussi, par exemple, documenté que les femmes sont en moyenne punies moins sévèrement que les hommes pour des faits similaires. Bref, ils cherchent dans toutes les directions. C'est pas contre vous, monsieur Retailleau. Pour en revenir à l'interview de Bruno Retailleau sur France 2, on peut aussi faire une comparaison entre son discours rejetant la réalité constatée par des chercheurs et certains discours médiatiques rejetant des statistiques, car je cite, on s'en fiche des chiffres, la seule chose qui compte, pour Retailleau comme ses médias, c'est la démagogie. Pardon, la seule chose qui compte pour eux, c'est le ressenti des Français. On parle d'une hausse de la violence. Et si on arrêtait de parler des chiffres et qu'on s'attachait au ressenti des Français et qu'on s'attachait à ce que nous disent notamment les Grenoblois qu'on vient d'entendre et qu'à eux on leur apportait des réponses. Je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a des faits. On s'en fiche des chiffres. Non, on s'en fiche pas. Il y a un sentiment dans le pays. Non, je ne suis pas d'accord. Les chiffres ne le montrent pas forcément, mais dans certaines villes, cette insécurité est réelle. Eh bien, la réalité dément cette étude. Dernière remarque sur l'intervention de Bruno Retailleau chez Complément d'enquête. On va se focaliser là sur le moment où le ministre de l'Intérieur s'en prend aux journalistes qui le confrontent aux études prouvant l'absence de lien entre immigration et délinquance. La réaction de Bruno Retailleau, lui disant, je cite, qu'à France Télévisions, vous ne voulez pas voir la réalité, rappelle un peu ce qui s'est récemment passé à Washington, quand Donald Trump, la veille de son investiture, a réglé ses comptes avec un journaliste de la chaîne ABC. Trump n'a toujours pas digéré de s'être fait fact-checker en direct, c'est-à-dire de s'être fait corriger à chaque énormité, chaque mensonge, chaque aberration, et il y en a eu des tonnes qu'il a proférées lors du débat avec Kamala Harris fin septembre. Trump a profité d'un discours pour régler ses comptes encore une fois avec le présentateur vedette de la chaîne ABC qui en a pris pour son grade. Et vous vous souvenez, pendant le débat, il y avait David Muir d'ABC qui disait non, les taux de criminalité sont en berne. Mais non, c'est le contraire. Les crimes explosent. Et lui, il me disait le contraire. Il maintenait mordicus que non. Et il me disait... Non, pas du tout. Et puis, le jour d'après, ils ont annoncé que la criminalité avait augmenté de 40%. Vous voyez, c'est terrible. C'est terrible. Les médias sont tellement en rogne contre nous. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Mais en se rendant sur le site internet de la chaîne Fox News, on lit que, contrairement à ce que Trump affirme, ABC n'a absolument pas rectifié le tir le lendemain du débat et qu'en plus, on comprend que si le FBI a finalement bien revu à la hausse ses chiffres sur la criminalité, le FBI l'a fait en calculant une augmentation d'un peu plus de 4% et pas de 40% comme le prétend Donald Trump. Comparons à présent la réaction de Trump et celle de Retailleau à l'encontre des vérifications journalistiques. Moi, j'y ai trouvé un petit air de ressemblance. David Muir d'ABC, fake news. Il m'a corrigé sur tant de choses alors que j'avais raison. La réalité dément cette étude. Peut-être qu'à France Télévisions, vous ne voulez pas voir la réalité. Chez ABC, de mauvaises personnes propagent des fausses nouvelles. À France Télévisions, vous ne voulez pas voir la réalité. Fake news. Vous avez remarqué que si Bruno Retailleau n'en est pas encore, comme Donald Trump a reproché aux journalistes français de propager de fausses nouvelles sur ses thèmes de prédilection, il en prend tout de même le chemin. Il faut dire qu'aux États-Unis, en matière de vérification de la parole trumpienne, les journalistes américains ne savent plus où donner de la tête.
Pensez donc, le Washington Post a dénombré plus de 30 000 mensonges prononcés par Trump durant son premier mandat, soit une moyenne de plus de 20 000 bobards par jour. Alors forcément, du côté des journalistes français chargés de couvrir l'investiture de Trump cette année, ça leur donne un peu le vertige. Il raconte parfois n'importe quoi. Quand il explique que sous son mandat, c'est historiquement le moment où l'air et l'eau ont été les plus purs aux États-Unis, il raconte n'importe quoi. Quand même, ça présage encore une fois de la difficulté pour ses adversaires politiques démocrates, pour les journalistes qui vont devoir faire leur boulot pendant les 4 ans à venir, voilà, de toute la difficulté à manœuvrer le Trump. Parce que précisément, là ce soir, dans ce qu'il dit, il y a des faits, il y a aussi des faits totalement alternatifs, c'est-à-dire complètement bidons où il raconte n'importe quoi. Tout est mélangé et il faut que nous, on continue à faire notre boulot et à faire le tri aussi. La grande nouveauté qu'on a pu observer cette année aux États-Unis, c'est que les journalistes ne sont plus les seuls à corriger les mensonges du président Trump. L'évêque américaine que vous avez peut-être vu sermonner la Trump Family, cet évêque s'est aussi senti obligé de fact-checker ce que Trump a raconté sur les travailleurs sans papier. Devant ses supporters, la veille de son investiture, Trump a brandi une improbable statistique, sans citer sa source, bien évidemment, disant, je cite, la traduction littérale de son discours, « Sur les millions de personnes entrées illégalement dans notre pays, beaucoup de ces personnes sont des meurtriers, 52% ont tué plus d'une personne », a affirmé Trump. Ce à quoi l'évêque a répliqué que la grande majorité des sans-papiers ne sont bien sûr pas des criminels, comme vous allez l'entendre. Et bien évidemment, Trump n'a pas apprécié. Nous avons laissé des millions de personnes rentrer dans notre pays avec ses frontières ouvertes, pas de contrôle, pas de vérification des antécédents, rien. Des millions de personnes. Et nombre d'entre elles sont des meurtriers. Plus de 52% ont tué des gens. À part ça, sinon ce sont des gens très bien. Les gens qui font les récoltes, qui nettoient nos bureaux, qui peinent dans les élevages de volailles et les abattoirs, ils n'ont peut-être pas les bons papiers, mais la grande majorité des migrants ne sont pas des criminels. Un sermon religieux, non dépourvu de critiques politiques publiques, il n'a pas manqué de le commenter. Hormis ces déclarations inappropriées, le service était très ennuyeux et sans intérêt. Elle n'est pas très douée dans son travail. Imaginez Bruno Retailleau se faire corriger par un curé français en pleine messe. Notre Vendéen aurait du mal à s'en remettre. Mais pour la suite de sa carrière, Bruno Retailleau pourrait s'inspirer, en plus de Donald Trump, des présidents français qui n'ont pas attendu leur homologue américain pour se vautrer dans le mensonge. À commencer par notre champion national, celui qui s'est surpassé pendant son quinquennat. Je veux bien sûr parler de Nicolas Sarkozy. Alors, le plus drôle avec lui, c'est sa propension à dire qu'il n'a jamais menti. Et Sarkozy sait y mettre les formes. Regardez ces archives assez savoureuses où il est question d'honnêteté, de probité et de pot de confiture. Si je mentais, mais ça se verrait comme le nez au milieu de la figure. La campagne est au contraire un moment de vérité, d'authenticité. Je pense d'ailleurs que la France souffre beaucoup d'un déficit d'honnêteté. L'authenticité se lit sur mon visage. Je ne triche pas, je ne truque pas. Ça fait 30 ans que je suis dans la vie politique. Personne ne m'a pris le doigt dans le pot de confiture du mensonge. On peut être en désaccord avec ce que je fais. On peut ne pas m'aimer. C'est tout à fait compréhensible, acceptable, normal, c'est la démocratie. Personne ne peut dire que j'ai menti. Sauf que Sarkozy a tellement menti pendant son mandat, sur le mur de Berlin, sur sa présence à Fukushima, sur la TVA sociale, sur le travail dominical et sur tellement d'autres sujets que, par la suite, il s'est vu décerner par des journalistes le prix du menteur pour l'ensemble de son œuvre et notamment ses 17 bobards répétés pendant sa campagne pour reprendre la tête de l'UMP. Alors, c'est moins que Trump, mais on peut dire qu'en matière de fake news, Sarkozy a été un précurseur. Si Sarkozy a montré qu'il était un bidonneur multirécidiviste, François Hollande, lui, a été plus rarement rattrapé par la patrouille durant son quinquennat. Fin 2016, la rubrique Désintox de Libération a même dû se justifier de n'avoir relevé que 2 ou 3 erreurs dans ses prises de parole. Le fait est que François Hollande est un mauvais client pour les fact-checkers, a expliqué le service de vérification de Libé. Un exemple tout de même pour montrer que François Hollande s'est aussi laissé aller à ce qu'il faut bien appeler une fake news. Cela s'est produit moins d'un an avant l'élection présidentielle de 2017, alors que des rumeurs faisaient état d'une possible candidature de son ministre de l'économie, Emmanuel Macron.
François Hollande cherche alors à vanter son bilan qu'il déposera d'ailleurs quelques mois plus tard. Nous sommes autour d'avril-mai 2016 et à chacune de ces apparitions publiques, le président Hollande martèle une formule qui ressemble quand même beaucoup à un slogan de campagne électorale. Ça va effectivement mieux pour la France. Ça va mieux dans notre pays. Ça va mieux. La France va mieux. Et quand je dis ça va mieux, quand je dis que ça va mieux, j'en trouve toujours qui me disent que ce n'est pas le cas pour eux. Et c'est vrai. La phrase résonne comme une formule magique à 1 an de la présidentielle. Quand je dis ça va mieux, c'est pas un propos de circonstance ou de campagne. La vérité, c'est que François Hollande est bel et bien en campagne pour se succéder à l'Élysée. Mais comme le chômage ne baisse toujours pas sous son quinquennat, Hollande va essayer de faire sienne l'expression « quand je me compare, je me rassure ». Il va donc comparer l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi sous son propre quinquennat. Sauf que pour parvenir à une comparaison avantageuse pour lui, François Hollande va tricher. Mais à l'heure où les médias misent beaucoup sur le fact-checking, Hollande va se faire immédiatement gauler. Sa comparaison fallacieuse prononcée le matin à la radio est fact-checkée le soir même à la télé. Vous allez le voir, quand David Pujadas se demande si François Hollande a dit la vérité, c'est pas bon signe. François Hollande a-t-il dit la vérité? Sous mon prédécesseur, le chômage a augmenté d'1 million. Et sous son quinquennat, c'est combien? Depuis 2012, 600 000. Alors François Hollande dit-il vrai? Où a-t-il arrangé les chiffres? Il a comparé le score, si j'ose dire, de Nicolas Sarkozy au sien en prenant 2 catégories de chômeurs différentes. Oui. Si on le ramène aux mêmes catégories de chômeurs, son bilan n'est pas meilleur que celui de Sarkozy. Voilà le calcul pour Nicolas Sarkozy. Ça fait 1 088 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Pour François Hollande, ça fait 1 96 200 demandeurs d'emploi supplémentaires. Ou les fiches qu'on lui fait sont mauvaises, et ça veut dire qu'il est mal entouré, ou elles sont bonnes, et ça veut dire qu'il n'a pas tout à fait voulu dire la vérité. Sauf à croire que François Hollande, lui-même énarque, est entouré de conseillers particulièrement incompétents. Si l'expression « fake news » n'est pas prononcée à la télévision par les journalistes, c'est simplement parce que cette expression n'est pas très en vogue à l'époque. Mais comme les médias l'ont constaté, François Hollande a délibérément cherché à tromper son auditoire en présentant un bilan avantageux sur les chiffres du chômage pour coller avec son narratif du « ça va mieux ». Heureusement, avec Emmanuel Macron, est enfin arrivée l'heure de vérité. Enfin, l'heure du discours de vérité. C'est promis, Macron, lui, ne nous mentira pas. Je suis sur tous les sujets pour le discours de vérité. Et le discours de vérité, moi j'ai eu un discours de vérité. Sauf qu'avec Emmanuel Macron aussi, la vérité n'a pas toujours été au rendez-vous. Comme lorsqu'il a voulu nous convaincre en 2017 du bien fondé de ses mesures libérales pour flexibiliser le marché du travail. Juste avant de signer ces fameuses ordonnance travail, il a posté sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle il prétend que la France est la seule grande économie de l'Union européenne à subir un taux de chômage élevé. Mais Macron ment en omettant de signaler des taux de chômage nettement plus élevés et tout aussi persistants en Italie et en Espagne. Du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, on retiendra surtout en 2023 le bobard monumental de son gouvernement qui, pour essayer de nous faire avaler la pilule du recul du départ de l'âge à la retraite de 62 à 64 ans, va mettre en avant une pension de retraite minimale à 1 200 € brut. L'entourloupe sera révélée au grand public par l'économiste Mickaël Zemmour dans la matinale de France Inter. Regardez comment Léa Salamé, abasourdie, a du mal à croire ce qu'elle entend. Une pension minimale garantie. La retraite minimum, elle concernera tous les Français. Non, tous les retraités, à partir du mois de septembre, vont pouvoir avoir droit à ces 1 200 €. Il n'y a pas de pension minimale à 1 200 € dans la réforme. Aujourd'hui, vous avez 5 millions de retraités qui sont sous les 1 200 €. Les seuls qui vont passer la barre, c'est ceux qui sont à 1 100 € ou plus. Et vous aurez toujours, au terme de la réforme, 4,2 millions, 4,3 millions qui seront toujours sous les 1 200 €. Même des personnes qui ont une carrière complète ne seront pas garanties d'avoir 1 200 €. Même des gens, vous êtes sûr de ça? C'est vraiment parce que le gouvernement, les papiers, ce que les documents le gouvernement dit, si vous avez une carrière complète, eh bien, ce sera 1 200 brut pour tout le monde. Tout le monde comprend comme vous. C'est pour ça qu'il y a un problème démocratique. Et même, il y a des gens qui ont compris que tout le monde aurait 1 200 € minimum, notamment pendant les élections. Bon, c'est complètement faux. Écoutez maintenant Léa Salamé, quelques jours plus tard, visiblement marquée par le gros mensonge proféré par toute une brochette de ministres venus mentir à son micro. Elle n'en revient toujours pas et on peut la comprendre.
sur les 1 200 €. Qu'est-ce que ça dit de la parole politique, de la sincérité de la parole politique, de sa crédibilité quand tous les ministres, vraiment tous les ministres, et encore à notre micro, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, sont venus expliquer que, je vous cite le tweet de Franck Riester, mais ils ont tous dit ça, pas moins de 1 200 €, c'est notre engagement pour les pensions de retraite des Français. Pour une carrière complète. Pour une carrière complète, mais il manquait un mot, il manquait à taux plein, pas pour les carrières hachées, à temps plein. Tout cela n'empêchera pas Olivier Dussopt, ministre du Travail, de présenter à la radio, à Léa Salamé, et à l'Assemblée le lendemain, une estimation trompeuse du nombre de bénéficiaires de cette fameuse retraite à 1 200 € brut. Et quand je dis trompeuse, c'est qu'il a été contraint ensuite de diviser son estimation par 2, voire par 4. Et quand on me dit, mais combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC. 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. En 2030, 40 000 retraités supplémentaires atteindront les 1 200 € et je le maintiens. Un chiffre sérieusement revu à la baisse. Les services estiment qu'entre 10 et 20 000 personnes franchiront le seuil des 1 200 € grâce à la mesure portée par la réforme. Autrement dit, l'estimation du nombre de bénéficiaires a été divisée au moins par 2. Reste que dans tous les cas de figure que nous avons vus, à chaque fois qu'une personnalité politique se fait prendre en flagrant délit de mensonge ou même d'erreur, cette personnalité évite de le contester, évite de le ramener. Sauf Donald Trump, et bon, là, on en a l'habitude, c'est sa marque de fabrique, et sauf Bruno Retailleau. Mais là, si le problème persiste, s'il continue à répondre par des vérités alternatives et à sermonner des journalistes qui lui rappellent des faits, il faudra vraiment, mais alors vraiment, s'en inquiéter. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de La VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces d'encouragement si vous avez aimé et restez connectés aux médias.